Donc, vous allez voir, c'est un cas relativement simple, comme à chaque année, dont le cas est simple, mais les réponses sont difficiles. Si le cas, ce n'est pas nous qui allons le commenter, c'est vous qui allez le commenter. Je vous invite à aller récupérer les petites manettes qui sont devant vous. J'aimerais remercier la compagnie BioVel qui a fourni le système Touchpad. Donc, on va vous faire voter à chacune des fois. Vous allez voir qu'il y a de nombreuses questions. On va commenter surtout vos réponses. On va voir jusqu'à quel point votre approche est concordante à la nôtre, mais soyez pas inquiets, même entre nous, on ne s'entend pas sur le cas. Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Donc, on peut commencer. Est-ce que moi, je contrôle tout ça probablement? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre longitudinalement, c'est le même patient. Donc, aujourd'hui, c'est un patient qu'on va suivre tout au long de sa vie. Vous allez voir, au début, on le prend comme très, très peu malade. Vous allez voir, il n'est pas peur, il va se détériorer pas mal. Donc, la prise en charge, ça va être stade par stade. Donc, au début, un patient qui est ambulatoire, qui va très, très bien par la suite, va nécessiter beaucoup plus d'intervention. Un patient à risque de développer la maladie ou symptomatique de son insuffisance cardiaque. Donc, présentation du cas, comme je vous le disais, vous allez voter avec le système Touchpad, donc on va vous laisser du temps pour réfléchir au cas. Par la suite, commenter vos réponses. Bien entendu, on aura des opinions d'experts. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai invité nos invités français. Vous allez voir que l'approche à la maladie, elle diffère selon notre lieu de pratique. Ça va être intéressant de voir ces différences-là, comment ils s'expriment sur le terrain, ou s'il y en a, bien entendu. Puis après ça, là, on essaiera de faire un consensus. Comme je vous dis, je ne suis pas convaincu que ça va être toujours possible. Donc, je vous présente M. Lafortune à travers une partie de sa vie. On le prend comme relativement jeune parce qu'il a à peu près mon âge. Un homme qu'on prendra à son départ à 44 ans. Il n'y a pas d'antécédent cardiaque particulier. Il est probablement suivi par un des généralistes dans la salle. Il n'y a pas d'infarctus, pas de maladie coronarienne connue, ni pour lui, ni dans sa famille. Ce qu'il présente, c'est une hypertension artérielle. Donc, comme facteur de risque pour développer l'insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle. Elle est diagnostiquée, mais il était un peu réfractaire à prendre des traitements là, depuis 2 ans. À vrai dire, vous lui aviez prescrit, mais comme tout bon patient hypertendu, on a pris quelques semaines. Il y a eu des effets secondaires, il a tout arrêté ça. Donc, depuis environ 6 mois, il présente une dyspnée progressive. Pas d'orthopnée, pas de dyspnée nocturne paroxystique, pas de palpitation, pas d'hypothymie ou de syncope, pas d'équivalent anginu non plus. Donc, une dyspnée qu'on pourrait qualifier de casse environ 2 sur 4, une dyspnée qui est tout au plus légère, mais qui est présente et qui limite légèrement ses activités. Donc, pas d'autres symptômes comme vous le voyez, pas de symptômes d'anémie ou de maladie pulmonaire obstructive. Bref, un patient hypertendu avec une dyspnée légère. Ce que je vous demande comme première question, est-ce que le patient que je viens de vous présenter, est-ce qu'il présente de l'insuffisance cardiaque, une question relativement simple, un diagnostic qui est clinique? Donc, votez 1 pour oui, 2 pour non, 3 peut-être si vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes incertain, puis 4 si vous n'êtes vraiment pas sûr. Donc, le vote, s'il vous plaît. 44 ans, hypertendu, essoufflement. Peut-être pas de bonne réponse ici. Donc, il y a 19 d'entre vous qui votez qu'il présente de l'insuffisance cardiaque, 29 qui disent non, puis 50 qui sont incertains. Donc, incertitude diagnostique qui entoure ce patient-là. Commentaires de nos panélistes? Est-ce que ce patient-là présente de l'insuffisance cardiaque? Bonjour à tous. Donc, un premier commentaire pour commencer. On est assez d'accord, enfin en tout cas moi je suis assez d'accord avec l'opinion majoritaire du public. C'est vrai qu'à ce stade-là, c'est quand même difficile de conclure, même s'il n'y a pas beaucoup non plus d'autres éléments pour orienter vers une autre cause de la dyspnée que l'insuffisance cardiaque. En même temps, c'est vrai que c'est un peu mince, une dyspnée progressive, pour conclure déjà à ce stade-là insuffisance cardiaque. Alors, on en parlera peut-être après, la façon dont on procéderait en France. On va faire donc une incertitude diagnostique ici, puis ça prendrait quelque chose de plus pour le confirmer. Il nous manque quand même le poids. Est-ce que c'était un patient obèse? Est-ce que bon, il n'y a pas d'anémie a priori? Non. Il n'y a pas de pathologie respiratoire? Pas d'évidence. S'il n'y a pas d'obésité, en l'absence de ces anémies, obésité, pathologie respiratoire, c'est peut-être de l'insuffisance cardiaque. Donc, je pencherai sur oui peut-être. Je n'ai pas plus la certitude, il manque beaucoup d'éléments. Je n'ai pas d'examen de laboratoire. Je ne sais pas du tout, effectivement, s'il y a des problèmes respiratoires, si on a autre chose, si autre pathologie en cours, anémique, je ne sais pas. Viviane. Il faut évidemment garder en tête que ce patient est à risque d'insuffisance cardiaque, soit
avec fraction d'éjection préservée, avec HVG, ou bien une cardiomyopathie non ischémique avec hypertension parce qu'il est non contrôlé, ou même ischémique. Donc, il y a toute une panoplie de choix et je suis d'accord qu'il faut éliminer aussi les causes secondaires qui pourraient donner de la dyspnée. Il faudrait peut-être dire aussi, c'est la nouvelle classification américaine, la classe A, qui dit qu'on devrait bien contrôler ce patient-là pour éviter le développement, donc qu'il ait ou non d'insuffisance cardiaque, la priorité sur le contrôle de ces facteurs de risque est très, très importante. Donc, certainement traiter le patient, lui expliquer pourquoi il faut contrôler son hypertension artérielle, peut-être pas juste pour l'insuffisance cardiaque, mais certainement pour ça. Parfait. On revient aux diapositives, s'il te plaît. Donc, tout comme vous, on n'est pas certain du diagnostic, il manque beaucoup trop de choses, soyez pas inquiets, on va continuer. Donc, vous avez une formule sanguine complète tout à fait normale, une créatinine qui est tout à fait normale, une TSH également, une radiographie pulmonaire, donc pour éliminer une cause pulmonaire, pas d'hyperinflation, pas de pathologie pulmonaire. Donc, ce qu'on vous demande, c'est après une investigation de base sanguine radiologique, allez-vous effectuer chez ce patient une échographie cardiaque? Encore une fois, les mêmes choix, oui, non, peut-être, ou je ne sais pas. En se rappelant que dans mon hôpital, une échographie, ça prendrait 9 mois, 12 mois avant qu'ils viennent nous voir. Fait qu'il faut le demander avant qu'ils deviennent symptomatiques. On vote, s'il vous plaît. Donc, la plupart d'entre vous, c'est convaincu qu'on devrait demander une échographie cardiaque. Opinion du panel? Je suis entièrement d'accord. Oui, entièrement d'accord. Effectivement, on l'aurait dans l'heure qui suit l'évocation. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, là, la différence, là, c'est ça. Une partie, c'est ça. Tu es d'accord? Certainement, peut-être qu'avant, on aurait pu faire d'autres examens. Lesquels? Au moins un électrocardiogramme, dont on sait quand même que un électrocardiogramme normal, ça élimine quand même dans 98% des cas une insuffisance cardiaque. C'est peut-être plus simple à voir qu'une échographie. Bien d'accord avec toi. Oui, absolument. Je suis échographiste, alors je le ferai. J'aurais pas besoin de commander, j'aurais juste à le faire. On ne devrait pas voter là-dessus. Et puis, mais c'est important aussi d'être sûr que dans les jeunes patients, on ne manque pas d'une hypertension pulmonaire primaire, des choses comme ça qui sont traitables et qui ont des mauvais pronostics. Parfait. Donc, on est d'accord avec vous, on aurait fait une échographie cardiaque. On revient, s'il te plaît. Auriez-vous fait un dosage de BNP, NT, pro-BNP? Donc, à la place, avant l'échographie cardiaque. À mon hôpital, je vous rappelle que le NT-proBNP, c'est un outil de recherche. Je ne l'ai même pas encore pour mes patients cliniques. Donc, la réponse, 58% d'entre vous ont dit oui, 35% non. Très peu d'hésitation ici. On est relativement dichotomique. Utilisation du NT ou du BNP pour diagnostiquer la dyspnée. Bien, nous, à notre hôpital, on l'envoie à un autre hôpital, puis ça revient dans 48 heures. Alors, c'est pour un patient comme ça, peut-être que ce serait utile si le diagnostic est incertain. C'est après une bonne évaluation clinique. Par contre, à l'urgence, par exemple, ce serait totalement inutile parce que ça prend 2 jours avant de l'avoir. Alors, moi, si j'ai confiance à mon examen clinique, je ne le ferais peut-être pas. Peut-être une réponse un peu plus nuancée. En France, le dosage du BNP, on a les résultats en quelques heures. On va tous aller pratiquer là-bas à la fin, vous allez voir. Il y a des choses qui sont beaucoup plus lentes, en tout cas pour oui, c'est ça. Le dosage du BNP, je ne sais pas pourquoi, mais ça a pris un peu comme... il y a peut-être un petit effet de mode. Toujours est-il que ça a été... c'est pris en charge d'une part en termes de remboursement et tous les laboratoires s'y sont mis et du coup on a les résultats très vite et tout le monde en est très friand. Bon, c'est vrai que moi j'aurais fait un dosage du BNP mais presque par habitude en sachant que dans ce contexte très ambulatoire avec une dyspnée très modérée et chronique, je ne suis pas certain que j'en aurais non plus attendu énormément de choses et ça ne m'aurait pas empêché quand même de faire une échographie cardiaque après. Alors j'ai effectivement le même raisonnement que Damien Lojard. Mais j'aime un peu moins le BNP que Damien dans ma pratique. Je ne sais pas si ça aurait apporté quelque chose. On aurait été dans des valeurs basses. Il est en classe 2 de la YHA, il est ambulatoire. On aurait une valeur basse ou intermédiaire dans la zone grise qui ne nous aurait pas apporté d'argument formel. C'est pour ça que j'aurais préféré évidemment l'électro et puis l'écho au BNP. Bien, en fait, chez nous, on peut l'avoir rapidement, en quelques heures, mais
devant un patient comme ça, sans signe franc d'insuffisance cardiaque, je ne sais pas si je l'aurais demandé ou si je l'avais demandé, ça aurait été bon parce que c'était une routine tout simplement, puis il aurait pu se faire, mais je ne me serais pas fiée là-dessus. Moi, j'aurais préféré de beaucoup avoir radiographie pulmonaire, ECG et écho surtout pour évaluer la fonction. Puis je pense que j'aurais été plus gagnante avec ça qu'avec un BNP parce qu'il peut quand même être dans les limites normales et avoir un patient qui est quand même très malade. Absolument. Donc, l'overlap avec les patients normaux qui serait très important. Là, en classe 2, on parle d'à peu près 80 ou 100 de BNP, ce qui est à peu près le range de la normale, fait qu'il ne nous aiderait pas vraiment. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de dyspnée de repos non plus, donc c'est théoriquement, là, le BNP devrait être à peu près dans la limite de la normale. Donc, un phénomène intéressant, on voit qu'on propose des algorithmes décisionnels, mais qu'on pratique encore de la façon plus usuelle, échographie, investigation usuelle. Bon, quel serait le meilleur traitement pour améliorer les symptômes de ce patient si l'insuffisance cardiaque est suspectée? Donc, vous avez fait tous les tests, puis comme ça arrive très souvent, vous avez fait une panoplie de tests, puis vous vous dites, peut-être que c'est de l'insuffisance cardiaque. Je ne vous donne pas le résultat de l'échographie tout de suite, mais essentiellement, l'échographie est considérée comme normale. Normale, disons ça comme ça, normale. Fait que donc, vous avez une dyspnée, vous suspectez une insuffisance cardiaque sans preuve, BNP dans les limites de la normale. Donc, traiter l'hypertension avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion, traiter l'hypertension avec un diurétique, traiter le patient avec un bêta-bloqueur ou pas donner de traitement. Vos votes. Toujours d'abord vos réponses. Donc, 76% traitent avec un inhibiteur d'enzyme de conversion, 15% avec le diurétique, 7% avec le bêta-bloqueur, 2% ne le traitent pas. Ne pas le traiter, c'est peut-être pas une bonne réponse. Il est hypertendu, on doit le traiter. Prenez ce que vous voulez, mais traitez-le. Ce que je vous rappelle, c'est qu'au niveau du consensus canadien, un patient comme celui-là pourrait prendre à peu près n'importe quoi, mais ça va être intéressant de voir ce que vous pensez. Quel serait le meilleur agent pour traiter un patient hypertendu avec un essoufflement d'origine présumément cardiaque? Pourquoi c'est toujours toi qui commence? C'est une question à choix simple. Ah oui? Non, parce qu'a priori, une hypertension artérielle sévère à 44 ans, probablement que ça nécessite une bithérapie d'emblée. Et donc, j'aurais répondu, moi, volontiers à 1 plus 2. 1 plus 2. Mais si je te demande d'en choisir qu'un? Mais quitte à choisir qu'un, peut-être que j'aurais mis d'abord 2 comme test thérapeutique. Et à condition de revoir le patient assez rapidement, et à ce moment-là, peut-être de rétablir vers le 1. Donc, ton vote irait pour le diurétique. Ouais. Okay. Je pense que les deux options sont bonnes, soit un diurétique ou selon nos options que nous avons. Peut-être que j'aurais été, moi, personnellement, vers un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Mais j'aurais aimé, avant ça, avoir un petit peu plus de détails sur la fonction ventriculaire, mais tu me dis qu'elle est normale. 63, okay. exactement. Bon, 63%. Pas de fuite mitrale, pas d'indice diastolique anormaux, taille de l'oreillette normale, volume de l'oreillette normale. OK. Bon, je pense que quand même, on peut y aller aussi avec le diurétique, qui est le traitement de première ligne d'un hypertendu. Et quitte à revoir le patient rapidement aussi. Puis s'il n'est pas bien contrôlé, bien, on réajuste notre traitement. D'accord. C'est le galant. Donc, moi, je pense que c'est pas vraiment important ce qu'on donne aux patients. L'important, c'est que la pression soit traitée et que le patient prenne ses médicaments. Peut-être que le bêta-bloqueur ne serait pas un choix avec lequel je commencerais, surtout chez les personnes âgées. Par contre, les deux autres choix sont bons. Et puis, on pourrait aussi ajouter l'ARA, qui serait une possibilité, surtout si on pense que le patient fait l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. C'est malheureusement une des seules études à date qui était positive pour symptômes et réhospitalisation. Mais je pense que d'emblée, on pourrait commencer par n'importe quel de ces choix-là. Moi, j'aurais commencé essentiellement par un inhibiteur de l'enzyme de conversion, mais cette hypertension chez un jeune homme, 44 ans, sans cause retrouvée, m'alerte un peu. Ça aurait peut-être gêné mes explorations. Donc, dans l'optique de faire un examen étiologique de cette hypertension, j'aurais peut-être retardé l'introduction de l'IEC, mais pour moi, l'IEC améliore les symptômes, améliore la capacité d'effort, quel que soit le stade, donc ça aurait été mon premier choix.